Nous allons étudier ici, comme exemple d'induction, le dispositif des rails de Laplace. Donc, il est constitué de deux rails parallèles, suppose rigides non déformables. Donc, en extrémité, on va fermer les rails par un conducteur fixe. Donc, il peut éventuellement y avoir au niveau électrique d'autres des résistances ou autres dans le circuit qu'on rajoute. Et puis, on a une barre ici qui va pouvoir se translater parallèlement à elle-même selon l'axe des x ici. On va appeler v de t à l'instant t la vitesse. Donc on notera la position suivant cette direction là petit x, et donc on va prendre deux autres axes avec y comme ceci et donc z vers nous. Donc la distance entre les deux rails c'est petit a. Donc ce sera aussi la taille de la barre. Et on suppose qu'on place tout ça dans un champ magnétique B, donc qui est suivant UZ, qui est vers nous, qu'on va supposer donc constant. Donc d'une part indépendant du temps, c'est le plus important, et ici uniforme, donc qui va être suivant UZ. Donc l'idée par exemple, c'est de placer simplement la barre dans ce champ magnétique sur les rails et de lui donner une vitesse initiale et de regarder ce qui se passe. On peut aussi éventuellement faire passer un courant dans le circuit, laisser la barre immobile et voir ce qui se passe. Il y a donc plusieurs possibilités. Dans tous les cas, à un moment donné, on va avoir la barre qui va être en mouvement et le flux du champ magnétique variant donc sur la surface du circuit, on va avoir un courant qui va passer dans le circuit. Donc à partir de t strictement positif, on va avoir systématiquement une vitesse de la barre v de t qui dépend du temps et un courant I de t qui passe dans le circuit. Donc je vais choisir une orientation, par exemple comme ceci, hein, du circuit, c'est-à-dire que le I, je suppose que le I de t est dans ce sens-là. Donc il va parcourir tout le circuit. Dans ce sens-là, c'est un choix d'orientation qui donne donc un I de t algébrique qui peut être soit positif soit négatif suivant les cas. Donc nous on va s'intéresser par exemple au mouvement de la barre, donc à la vitesse v de t. Pour cela, nous allons essayer d'écrire une équation qui sera une équation électrique parce qu'elle viendra d'équation de loi de l'électricité. Et puis on écrira une équation mécanique qui viendra d'une loi de la mécanique. Ces deux équations seront couplées en I et V, donc pour les découpler, il faudra éventuellement en placer l'une dans l'autre suivant les cas. Alors, donc, la méthode, c'est de commencer par étudier, donc par exemple, par l'équation électrique. Donc, pour obtenir l'équation électrique, la première chose à faire, c'est puisqu'on a un phénomène d'induction, écrire la loi de Faraday pour déterminer la Fm petit e. Donc, on va commencer par calculer le flux de B à travers la surface qui s'appuie sur le circuit, orientée par le circuit. Donc, c'est une surface qui va être, c'est cette surface-là, qui va être orientée avec la règle du tire-bouchon par rapport au courant que j'ai choisi, donc avec un vecteur surface ds comme ceci. Et donc, on va avoir le flux de B à travers la surface du circuit, somme double de B scalaire ds. B et ds sont parallèles et dans le même sens, donc ça va simplement faire somme double de B ds. B est uniforme, il peut sortir de l'intégrale et on trouve B fois la surface du circuit. Donc B est constant, mais ce qui varie, c'est la surface du circuit puisque la barre se déplace et on aura donc à un instant donné la barre qui est à la position x de t et donc on aura la surface du circuit qui sera un rectangle, donc surface d'un rectangle à x de t. La Fm petit e par la loi de Faraday va être égale à moins dφ sur dt, phi étant le flux de B. Donc il suffit de dériver par rapport au temps la relation qu'on a trouvée. Ce qui dépend du temps, c'est le x de t, donc ça va nous faire moins BA dx sur dt, et dx sur dt, c'est la vitesse, donc ça me fait moins BA v de t. Donc évidemment, la Fm dépend du temps parce que la vitesse en dépend. Donc une fois qu'on a la Fm induite, nous allons faire le schéma équivalent. Donc deuxième étape, schéma électrique équivalent.
Donc nous allons faire le circuit équivalent au point de vue électrique. Alors nous allons considérer donc forcément la FEM petit e, que l'on place ici dans le même sens que le courant. Ensuite, nous allons mettre une résistance grand R qui représente la résistance des fils et des rails. S'il y a une résistance supplémentaire dans le circuit, on la met bien sûr. Il pourrait y avoir éventuellement un générateur, comme pour au départ avoir un courant dans le circuit. Donc dans ce cas-là, vous le rajoutez, le grand E. Donc là, il n'y en a pas. Donc là, en fait, il y a simplement la FM petit e, la résistance grand R. Et si on tient compte des phénomènes d'auto-induction, donc une inductance grand L. Ici, comme il n'y a pas de bobinage, l'inductance sera faible, on pourra éventuellement la négliger. Donc je l'écris au départ et puis éventuellement, pour résoudre, on pourra l'enlever. Donc, le schéma électrique est celui-ci. On va écrire la loi des mailles. Donc c'est tout simple. On va avoir ici donc le courant qui arrive comme ça c'est UL. Le courant qui arrive comme ça c'est UR. En convention récepteur, donc on a E qui est égal à UR plus UL. UR c'est RI et UL c'est LDI sur DT. Donc nous venons de trouver une équation qui fait intervenir la FM petit e et le courant I. En combinant l'équation 1 et l'équation 2, nous trouvons l'équation électrique. Donc RI plus LDI sur DT égale moins BA V de T. Donc le I bien sûr dépend du temps, le V aussi, et on va appeler ça l'équation électrique. Donc vous voyez c'est une équation qui couple le paramètre électrique petit i et le paramètre mécanique petit v. Donc on va avoir besoin d'une deuxième équation qui fait intervenir elle aussi i et v pour découpler. Donc évidemment, remarque, si on néglige l'auto-induction, alors dans ce cas-là, on a une équation qui est beaucoup plus simple et qui va s'écrire I égale BAV sur R, donc une relation de proportionnalité entre le courant et la vitesse. Donc maintenant, deuxième partie, on va écrire l'équation mécanique. Donc pour cela, on va écrire un principe fondamental de la dynamique à la barre. Donc, le système qui est en mouvement, ce sera la barre. On considère le référentiel galiléen du laboratoire. Les actions, donc on va avoir le poids qui va être vertical. La réaction des barres, on suppose qu'il n'y a pas de frottement. Donc dans ce cas-là, elle est orthogonale à UX. Et puis bien sûr, donc on a la fameuse force de Laplace qui est due au fait qu'on est dans un champ magnétique. Donc il faut qu'on calcule cette force de Laplace. Donc c'est la méthode qu'on a vue précédemment, intégrale de I dl vectoriel B sur la barre. Donc tout dépend du sens d'orientation qu'on a choisi. Donc j'avais pris un dl ici qui est le long du circuit sur la barre, qui est comme ceci, donc qui est suivant UY. Donc ça va nous faire du dl UY. Donc ici, c'est l'intégrale de ID YUY vectoriel et le B était suivant UZ. Toujours sur la barre. Le I et le B sont des constantes, ils peuvent sortir. Le Y vectoriel UZ, ça va nous faire du UX. Et il reste simplement l'intégrale de dy sur la barre, c'est-à-dire la loi, donc IBA UX. Alors on ne peut pas présumer de sa direction, enfin de son sens plus exactement, sa direction oui c'est suivant UX, son sens plus ou moins UX, ça dépend de la valeur de petit i. Alors ici dans le cas où on a vu le cas où on peut négliger l'auto-induction, on voit que I c'est moins BAV sur R, donc ici V étant supposé positif, la barre se déplaçant vers la droite, on aurait petit i qui est négatif, donc dans le sens que j'ai choisi, I est négatif. Et du coup, on trouverait une force de Laplace ici, qui serait dans le sens de moins UX, IBA serait négatif. Donc c'est une force qui tend à ralentir la barre à laquelle on a donné une vitesse initiale au départ vers la droite. Donc ça c'est typiquement une application de la loi de Lenz. C'est la cause,
c'est le mouvement initial vers la droite que vous avez donné, donc la vitesse V0, qui fait que la surface en violet ici du circuit varie, et donc le flux de B varie, d'où le phénomène d'induction. Donc ce qui va se passer, c'est que avec la loi de Lenz, là, les effets s'opposent aux causes, c'est qu'il va y avoir un courant induit. Dans quel sens? Enfin, dans le sens manifestement opposé de celui que j'avais choisi, de telle sorte que la force de la place soit dirigée suivant moins UX et tende à ralentir la barre et donc à essayer de faire en sorte que le flux de B à travers le circuit reste constant, donc ce qui arriverait si la vitesse de la barre s'annule. Donc une application dans un cas concret de cette loi de Lenz. Alors, on va écrire le principe fondamental. Donc, on va avoir MA, donc l'accélération du barycentre de la barre, qui est égale à donc le poids plus la réaction plus la force de la place. On projette tout ça sur UX, puisque le mouvement se fait uniquement suivant UX. On va avoir M dV sur dt égale, donc le poids et la réaction n'ont pas de composante suivant UX, et il reste IBA. Donc voilà la deuxième équation, qui est une équation donc on va appeler l'équation mécanique, qui lie la vitesse, et donc toujours pareil, qui est couplée en I et V. Alors, éventuellement, si on avait tenu compte des frottements, d'éventuellement frottements fluides, qui ici sont sûrement négligeables, on pourrait avoir un terme en V supplémentaire. Donc du coup, avec nos deux équations, maintenant on va pouvoir résoudre le problème. Donc si on reprend l'équation E' et l'équation M, donc l'équation M, je la réécris ici, mdv sur dt égale IBA. L'équation E', c'était celle-ci, I égale moins BAV sur R. Donc I égale moins BAV sur R. Donc du coup, soit je remplace V et je vais trouver une équation en I qui me donne la façon dont I varie au cours du temps, soit je remplace les I et je vais trouver l'équation en V qui donne l'équation du mouvement. Alors ici j'ai décidé de travailler avec la vitesse, donc je trouve l'équation du mouvement. Bien sûr, si je veux retrouver I, il suffit d'écrire que I est proportionnel à V. Donc je vais avoir l'équation en V suivante, mdv sur dt égale BA fois I, c'est-à-dire moins BAV sur R. Donc une équation qui s'écrit dv sur dt plus B2 A2 sur MRV égale 0. Équation différentielle du premier ordre à coefficient constant sans second membre. Si j'appelle tout ce coefficient-là 1 sur tau, je retrouve une équation habituelle du dv sur dt plus v sur tau égale 0. Donc une vitesse qui va s'écrire en a exponentielle moins t sur tau. Pour trouver le grand A, on écrit la condition initiale. V20 égale V0 égale grand A. Et donc, j'ai mon V de t qui s'écrit grand V0 exponentielle moins t sur tau. Donc, une vitesse qui, en fonction, donc on est parti de la valeur V0, décroît de façon exponentielle avec une constante de temps ici qui vaut tau. Donc si on voulait le courant, on voit qu'il varierait de la même façon, hein, sauf qu'il sera discontinu manifestement à t égale 0, puisque à t négatif, I est nul. Donc on a trouvé le mouvement. On peut vous demander également de faire un bilan de puissance. Donc on va repartir sur un bilan de puissance. Alors bilan de puissance, on peut faire un bilan électrique, on peut faire un bilan mécanique et on peut faire un bilan global. Donc, pour faire un bilan électrique, il suffit de multiplier l'équation, donc je vais repartir de l'équation E pour faire un cas un peu plus général, multiplié par le courant I, l'intensité du courant I. C'est-à-dire que ça va nous faire, donc on avait du RI, ça fait RI carré, plus on avait du LDI sur dt, ça fait LIDI sur dt, égale, donc, et là on avait du petit e, hein, qui équivalait moins BAV, donc ça fait du E fois I. Donc ce petit E fois I est la puissance fournie par le générateur, par la FM induite, puisqu'on est en convention générateur, donc puissance fournie. Le RI carré, c'est bien sûr la puissance perdue par effet Joule.
Et le LI DI sur DT, ça serait écrit D sur DT de 1,5 de LI2. C'est donc D sur DT de l'énergie magnétique, puisque le 1,5 de LI2, hein, c'est comme quand on a une bobine, c'est l'énergie magnétique. Donc le bilan qu'on peut faire ici, hein, c'est que la puissance fournie par l'AFM induite permet d'augmenter l'énergie magnétique du circuit, et évidemment il y a une énergie qui est perdue par effet. Si on fait maintenant le bilan mécanique, donc il va falloir multiplier cette fois-ci M, l'équation mécanique, par le paramètre mécanique qui ici est V. Donc ça, on va avoir M dV sur dt fois V, qui est égal à la force de la place fois V. Donc FLV, ben, c'est la puissance de la force de la place. MV dV sur dt, ça peut se réécrire D sur dt de 1,5 de MV2. Donc D sur dt de l'énergie cinétique. Donc la variation d'énergie cinétique, hein, est égale à la puissance des forces de la place. Et maintenant, donc, si on fait un bilan global, donc pour faire ce bilan global, on va réutiliser deux équations et on va voir qu'il y a un lien à chaque fois entre la puissance fournie par la FEM induite, ici, et la puissance des forces de la place. Donc pour s'en rendre compte, il faut écrire leur expression. Donc la puissance fournie par la FEM induite, ça va être EI. Or, E valait moins BAV, donc ça s'écrit moins BAVI. D'autre part, la puissance des forces de la place, c'est FLV. Et FL, on avait vu que c'était, FL, il est ici, IBA. Donc, ça va nous faire du IBA fois V. Et donc, on constate une chose qu'on va retrouver très souvent en induction, c'est que la puissance fournie par la FM induite, c'est moins la puissance des actions de la place. Et donc, on va pouvoir remplacer au signe près le EI dans l'équation électrique avec le FLV dans le bilan mécanique. Donc, du coup, on va avoir RI carré plus D de l'énergie magnétique sur DT, donc qui est égal à UI, c'est-à-dire à moins PL. C'est donc égal à moins D sur DT de l'énergie cinétique. Et du coup, si je règle justement sous cette forme-là, moins DEC sur DT, c'est égal donc à RI carré plus DEM sur DT. Et donc ça, c'est le bilan global qu'on aurait pu trouver tout seul. D'où vient l'énergie globale du dispositif? Ben, c'est l'énergie cinétique qu'on a au départ. Cette énergie cinétique, donc, elle va décroître, c'est ce terme-là, moins D sur DT moins D de C sur DT. Elle va décroître et cette énergie va être globalement, donc bien sûr, il y a un phénomène de conversion électromécanique ici, hein, dont j'ai parlé ici, conversion d'énergie électromécanique. Bien sûr, il y a ce phénomène-là, mais globalement, cette énergie, elle est donc transformée, elle permet d'augmenter l'énergie magnétique du circuit, si on tient compte de l'auto-induction, bien sûr, et sinon, globalement, elle est perdue par effet Joule. Hein. Voilà, donc s'il y avait des frottements, ben, on trouverait aussi le terme de perte par frottement.